Bienvenue à tous sur ce webinaire basé sur la cybersécurité dans l'industrie. Donc tout d'abord, je vais vous faire une présentation d'e-Catalyst, notre entreprise, puis nous verrons l'industrie, comment la définir et comment comprendre les aspects liés à la cybersécurité dans cette industrie-là, les moyens pour se préparer aux attaques et à tout ce que vous pourriez subir. Et enfin, nous verrons en accompagnement peut-être les 3 niveaux de préparation que vous pourriez avoir et qui seraient utiles d'avoir pour être sur un système qui soit en tout cas conforme aux exigences de base de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Donc concernant notre entreprise, ça fait 6 ans que nous existons et nous faisons 2 grandes choses. On fait de l'accompagnement des entreprises sur les aspects de la GRC, donc GRC comme gouvernance, risque et compliance ou conformité en français. Donc le G comme la gouvernance, c'est quoi? C'est faire les bons choix, définir une vision, une stratégie, des objectifs et de s'assurer surtout que les décisions prises au sommet irriguent toute l'organisation. On va essayer, grâce à notre approche de la gouvernance, de mettre en place un cadre clair de pilotage avec des rôles, des responsabilités et un ensemble de processus. Donc un exemple dans la cybersécurité, c'est par exemple de créer une politique de sécurité de l'information, une PSSI, piloter un SMSI ou nommer un RSSI ou accompagner en tout cas à la nomination d'un RSSI. Ensuite, on a le R des risques. C'est quoi? C'est identifier tout ce qui pourrait mal se passer. Détecter, analyser, traiter les menaces qui peuvent compromettre les objectifs de l'organisation. Ça inclut bien entendu les cyber-risques, mais aussi des risques opérationnels, des risques juridiques, des risques humains. Donc, que se passerait-il par exemple si mes données clients étaient perdues ou volées? Donc, on applique dans notre approche des méthodes comme BioCRM, la norme ISO 27005 ou directement une cartographie des risques. Et enfin, le C de conformité, comment on fait pour respecter les règles du jeu? Donc s'assurer que l'entreprise respecte les lois, les normes, les règlements et les engagements internes comme ceux externes. On parlera par exemple d'être conforme au RGPD, conforme à l'ISO 27001, en passant par la directive NIS 2, qui deviendra bientôt une loi en France NIS 2, des audits et ainsi de suite. Donc ça inclut dans cette conformité-là une veille réglementaire, des contrôles et une documentation. Donc l'objectif bien entendu de la GRC, c'est d'améliorer en tout cas cette capacité pour l'organisation à piloter efficacement grâce au G de gouvernance, en maîtrisant les aléas, les risques à travers le R de risque et tout en respectant les exigences liées au C de conformité. Donc c'est vraiment un socle pour toutes les organisations. Deuxième grosse partie dans notre offre de service, c'est un organisme de formation et nous formons sur toutes les normes ISO 27001, ISO 27005, 22301, NIS 2, le RGPD et BioCRM et ainsi que ISO 27005. Donc nous pouvons faire des formations en présentiel, en e-learning ou en blended learning au besoin et selon vos besoins. Donc on débute ici par l'industrie, c'est quoi? Et ce qu'on entend en tout cas par l'industrie quand on est en France. Donc vous voyez, c'est assez éclaté au niveau du pourcentage de répartition dans l'industrie et dans ce que ça peut renvoyer. Donc on a bien entendu des gros pourcentages ici sur les industries mécaniques, donc telles que la métallurgie ou tout ce qui inclut la production de machines ou ce que les machines peuvent produire. Et nous avons aussi l'agroalimentaire. Donc ces 2 grandes parties, plus les autres industries manufacturières, représentent à peu près 75% à 80% de l'industrie en général. Le reste étant réparti, bien entendu, sur tous les autres, les autres secteurs et entreprises là-dessus. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises sont concernées et beaucoup d'entreprises se retrouvent dans ce secteur de l'industrie. Et on va voir des règles simples, on va voir aussi des grosses difficultés que vous pourriez rencontrer pour mettre en place une cybersécurité avec un niveau assez élevé tout de même. On arrive ici sur une autre slide qui est l'industrie avec des futures exigences. Des exigences actuelles, on va les voir juste après, et bientôt, actuellement en France, on a la directive NIS 2 qui est portée par l'Europe et qui va bientôt être transposée dans une loi française et qui va nous amener avec tout un secteur de niveau
avec des niveaux de sécurité qui seront exigés par les différents secteurs que vous voyez ici représentés. Donc on a des secteurs qu'on appelle ici critiques, les premiers en bleu foncé, et vous avez d'autres secteurs qui sont des secteurs essentiels et qui demanderont en tout cas d'être protégés absolument contre toutes les cybermenaces ou d'avoir un niveau de sécurité en cyber, bien entendu, qui soit d'un certain niveau pour être conforme. Donc on voit à travers ces différents exemples-là que notre secteur industriel va venir soutenir. Alors, il n'arrive pas forcément tout le temps de manière frontale, mais il vient soutenir les autres activités. Par exemple, en tant que fournisseur numérique, on va fournir des infrastructures, on va fabriquer des robots ou des moyens pour pouvoir transférer des informations. Pareil que la gestion des déchets, par exemple, on peut imaginer que cette gestion des déchets ne soit pas dans notre objectif primaire. En revanche, pour venir automatiser, pour venir industrialiser ces déchets-là, on va avoir besoin d'un outil. Et cet outil, c'est l'industrie. Et donc, on va voir aujourd'hui tout ce que ça comporte là-dedans. Donc la cybersécurité dans l'industrie, grâce à l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est le plus haut gendarme en cybersécurité en France, on a une petite cartographie de ce qui rentre ou de ce qui ne rentre pas en fait dans notre compréhension de la cybersécurité dans l'industrie. Et donc on a un certain nombre de réalités et de pourquoi il faut absolument protéger nos systèmes. Donc le premier point, c'est l'objectif, en tout cas c'est la bonne compréhension de l'objectif de nos systèmes. Eh bien, l'objectif, c'est bien de piloter des installations physiques, de réguler des process, des procédés, et d'acquérir et de traiter ces données. Donc on a des données qui rentrent en input, on va faire un traitement dessus, et ensuite on va les partager avec un autre système. Tout ça, il est nécessaire en tout cas de le protéger. À côté de ça, on a des aspects fonctionnels. On a bien entendu dans l'industrie des contraintes métiers et des contraintes de temps réel, de sécurité qu'on appelle fonctionnelles, de haute disponibilité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir le système qui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisse fonctionner et puisse rendre en tout cas la chose efficace. On a, et ce qui rend peut-être aussi la chose un peu plus difficile, c'est des intervenants qui sont multiples, et donc on est face à des professionnels qui sont eux maîtrisants de leur process, mais qui ne sont pas forcément maîtrisants du process de cybersécurité. Donc on a là-dedans qu'on appelle des automaticiens, on a des électrotechniciens, des instrumentistes, des spécialistes en tout cas des process, et pour lesquels il va falloir former, sensibiliser sur la cybersécurité. On a ensuite l'environnement physique, donc des différents ateliers de production où on peut y retrouver de la poussière, de la température, des vibrations, de l'électromagnétisme, des produits nocifs à proximité et même des environnements extérieurs qui vont agir et qui vont malheureusement agir négativement sur notre environnement physique et qui aura donc ou qui pourrait avoir un impact sur notre capacité à produire. Et donc on verra aussi que la cyber va rentrer là-dedans. Ensuite, il faut évidemment prendre en considération la durée de vie, où on considère que quand un système est installé, il est installé pour plus de 10 ans. Et quand je dis 10 ans, il y a peut-être certains systèmes qui sont là depuis 40 ans, depuis 50 ans. Donc il faut absolument faire avec. Et donc, on continue ensuite avec la gestion des incidents. Et cette gestion des incidents, elle comprend en fait la multitude de paramètres et la complexité des différents environnements, et qui rendent, bien entendu, plus difficile la reproductibilité de l'incident. Et on est la plupart du temps en mode réactif plutôt qu'en mode proactif, ce qui veut dire qu'on est obligé de gérer l'incident et non pas potentiellement gérer les risques. On verra que dans ce qui nous est proposé par l'ANSSI, on va pouvoir en amont gérer les risques plutôt que de gérer des incidents. Ensuite, on a, je l'ai déjà un peu évoqué, mais différents composants qui viennent intégrer aussi notre architecture. Donc, avec les besoins de temps réel, c'est-à-dire des systèmes en temps réel et robustes par rapport aux conditions difficiles dans lesquelles, en fait, nos milieux industriels vivent et répondent et résistent aux différentes attaques. Et enfin, chose qui est assez complexe aussi à mettre en place et qui fait le lien finalement avec la durée de vie qui
explose à plus de 10 ans, voire 20, voire 30, voire 40, 50 ans, c'est bien l'hétérogénéité des composants avec une superposition des différentes couches, puisque la grande durée de vie des installations conduit à une superposition de vagues technologiques successives sur un même site, entraînant un phénomène d'obsolescence des matériels, des logiciels et peut-être du non-alignement des technologies et donc de non-réponse à un besoin de productivité par rapport à un besoin de conformité, de cybersécurité, d'intégrité, de confidentialité ou de disponibilité. Donc on a quelques idées reçues sur la cybersécurité dans l'industrie. J'en ai répertorié quelques-unes de ces idées reçues. C'est les réseaux industriels sont isolés, donc ils sont protégés. Alors, malgré tout, les systèmes d'information industrielle sont souvent connectés, c'est vrai, aux réseaux de gestion et parfois directement à Internet. Les clés USB et les consoles de maintenance, qui sont par ailleurs des vecteurs majeurs de propagation de virus, y compris sur des systèmes isolés. Donc il y a un besoin croissant aussi de remontée de données vers le SI de gestion par exemple, et ce qui rend à terme l'isolation étanche des réseaux industriels véritablement utopiques. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont isolés, parce que cette interconnexion, malheureusement, rend ces réseaux industriels isolés en fait perméables, parce qu'on vient y connecter des nouveaux connecteurs à la suite. Les protocoles et bases de données utilisées sont propriétaires, donc c'est un gage de protection. Ça, on l'entend souvent dans les industries. Malgré tout, les solutions propriétaires intéressent tout autant les attaquants que les standards ouverts. Et elles ne sont pas par nature plus difficiles à pirater. Elles sont juste peut-être un peu moins documentées. Donc elles peuvent comporter, ces solutions propriétaires, des vulnérabilités, voire n'avoir fait l'objet d'aucune analyse de sécurité, du pentest ou test de vulnérabilité. Et par ailleurs, même les solutions propriétaires comportent des composants standards et pour des raisons d'interopérabilité avec des systèmes d'exploitation par exemple et de moindre coût. Donc il faudra tout de même prendre en compte ces éléments-là. Troisième point, la sécurité des systèmes d'information coûte cher. Alors c'est vrai que ça coûte cher, ça coûte, en tout cas il y a un effort, il y a des moyens qu'il faut mettre en place et c'est vrai que cette sécurité des systèmes d'information, cette SSI, doit être proportionnée aux enjeux du système d'information. Elle coûtera évidemment d'autant moins cher qu'elle est prise en compte judicieusement dans les phases et en amont des projets. On parlera de cyber security by design et by default. Et son coût reste généralement inférieur à l'ensemble des coûts liés à une cyberattaque, comme par exemple la perte de chiffre d'affaires, le coût de la restructuration du système d'information, ou encore la perte de marché ou la perte de confiance vis-à-vis de vos parties prenantes. Quatrième idée reçue, une attaque du système industriel aura toujours moins d'impact qu'un incident physique, vol de câbles, incendie, ou d'une attaque terroriste, explosion d'un réservoir de stockage de pétrole dans une raffinerie par exemple. Donc une cyberattaque, malgré tout, peut causer des dommages directs sur des installations industrielles. Et une attaque peut créer un dysfonctionnement global des installations, plus difficile à identifier et plus pernicieux. Donc un sabotage industriel, ralentissement de la production, et ça peut du coup plus pernicieux en tout cas qu'une attaque physique, pouvant entraîner un temps et un rétablissement très long. Les dysfonctionnements provoqués peuvent devenir un facteur aggravant et provoquer une catastrophe industrielle, humaine, écologique, et donc bien entendu casser la confiance de vos parties prenantes. Dernier point, en tout cas dernière idée reçue, la sécurité des systèmes d'information empêchera de travailler efficacement. Alors ce n'est bien entendu pas l'objectif, mais la SSI, donc la sécurité des systèmes d'information, doit être centrée sur les enjeux critiques. Elle n'a pas pour objet de bloquer les comportements utiles, mais de prévenir les comportements dangereux, ce qui suppose de les avoir identifiés évidemment au préalable. Donc la sécurité du système d'information impose parfois de formaliser des mesures de contournement des modes nominaux de fonctionnement ou des modes dégradés que l'on pourrait voir en 22301 à travers un plan de continuité d'activité et ensuite un plan de reprise d'activité.
Évidemment, qui dit intérêt, qui dit qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part de nos acteurs frauduleux, des acteurs qui voudraient agir, ou nos sources de risque, qui voudraient agir sur nos systèmes industriels. Et donc, on a bien entendu, si on devait lister 3 points essentiels, des menaces croissantes pour les systèmes industriels, une interconnexion et une vulnérabilité et des vulnérabilités accrues, et bien entendu, parce qu'il ne faut pas l'oublier, de l'espionnage et du sabotage. Parce que les systèmes industriels sont de plus en plus la cible d'attaques, ce qui entraîne des problèmes de disponibilité et des conséquences potentiellement graves. Donc l'intégration de nouvelles technologies et de nouvelles technologies opérationnelles avec les systèmes d'information d'entreprise et sur Internet augmente la surface d'attaque des systèmes de contrôle industriel. Et enfin, les campagnes d'espionnage et de sabotage informatique soutenues par des États tiers, et peu importe dans le monde, constituent une menace sérieuse pour les systèmes industriels, en particulier les réseaux électriques et les unités de production. Et on voit un petit peu, j'ai mis comme exemple deux, trois retours de journaux qui font état d'entreprises qui se font attaquer dans les Hauts-de-France, bien entendu, mais bien au-delà, partout dans le monde. On continue ici avec un impact sur la transition vers l'industrie 4.0. Pourquoi ? Parce qu'on a des nouveaux protocoles qui sont pas du tout sécurisés ou mal sécurisés. Et l'utilisation de ces protocoles non ou mal sécurisés offre aux attaquants la possibilité de modifier ou d'injecter du trafic ou de récupérer des identifiants de connexion circulant en clair sur le réseau. Donc il va falloir bien entendu sécuriser ces éléments-là. Ensuite, on a un deuxième point qui est l'augmentation du volume d'informations transportables par les réseaux qui peut engendrer des difficultés à contrôler les valeurs acceptables et ainsi autoriser des attaques de type buffer overflow qu'on appelle plus communément en français du débordement de tampons ou alors des attaques via DDoS, de déni de services distribués. C'est un peu plus technique, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Troisième point, des technologies sans fil qui sont utilisées sans mesure de protection et qui exposent davantage les systèmes industriels à des problèmes donc de disponibilité, par exemple du brouillage de signaux, que les infrastructures filaires évidemment souffrent un peu moins, quoi qu'on peut aussi attaquer les infrastructures filaires, mais c'est un peu plus complexe. Et donc, grâce à ces technologies qui ne sont pas forcément bien maîtrisées, ça facilite les compromissions. Et du coup, l'injection de trafic malveillant, modification de trame, rejoue de trame, et donc rejoue aussi de certains tickets et de certains cookies. Quatrième point, les équipements et les protocoles qui sont historiques et qui, normalement, étaient isolés physiquement et qui sont désormais, comme je viens de l'évoquer, en fait accessibles par l'intermédiaire d'autres équipements connectés au réseau de l'entreprise. Donc c'est l'IT qui vient en fait connecter ce qui ne l'était pas au tout début et qui en fait vont créer des passerelles de communication. Et ces passerelles de communication, en fait, ouvrent des portes. Et si ces portes-là ne sont pas suffisamment sécurisées, alors on se retrouve face à des attaques qui peuvent atteindre notre système d'information. Cinquième point, une grande automatisation avec une plus importante automatisation d'action en lien avec les procédés industriels peut, d'une part, amener des risques accrus en cas de mauvaise décision sans le contrôle humain, et en plus, d'autre part, entraîner sur le plus long terme une perte de maîtrise et de gouvernance sur ce même procédé industriel par les équipes métiers. Parce que si vous automatisez tout et tout fonctionne bien, au bout d'un moment, vous pourriez vous dire oui, mais dès lors qu'il y a un truc qui foire, je ne suis plus capable de réparer. Ou alors la personne qui avait mis en place ce système-là, il est parti ou elle est partie, et du coup on n'est plus en capacité de. Et tout ça, ce sont des risques à identifier, parce qu'ils pourraient, bien entendu, exploiter des vulnérabilités sur votre système, et si votre système était piraté ou tombé, vous ne pourriez peut-être pas être en capacité de remonter le système assez facilement.
Donc on a des moyens évidemment pour se protéger et j'en ai identifié 3, en tout cas 3 assez simples et que vous pourriez facilement mettre en place. Donc le premier, les 3 sont proposés par l'ANSSI, donc je le rappelle qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et qui considère qu'il y a 3 niveaux. Le premier palier qui est, on va dire, toutes les entreprises devraient à minima avoir ça de respecter. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est un peu plus complexe, qui est un peu plus spécialisé, qu'on appelle communément les 42 règles d'hygiène de l'ANSSI. Puis, on a un troisième palier qui est plutôt réservé aux entreprises qui risquent justement de perdre énormément d'informations et qui nécessiterait en tout cas une meilleure sécurité de l'information. Et là, c'est le niveau 3 à travers 2 frameworks que l'on va voir rapidement, soit le NIST ou l'ISO 27001 dans sa version 2022. Donc sur la première qui nous est proposée ici, c'est donc le cyber TPE-PME. Et donc dans cet élément-là, en fait l'ANSSI nous dit, pour n'importe quelle entreprise, vous devriez à minima vous poser ces questions-là, donc ces 13 questions, mais vous le comprendrez assez rapidement, dans ces 13 questions, c'est des questions à tiroir. Vous pourriez avoir d'autres questions qui viendraient s'y greffer parce que, évidemment, vous allez identifier pas mal de choses qui sont manquantes. Donc le premier des points, c'est est-ce que vous connaissez bien votre parc informatique? Est-ce que vous avez identifié vos actifs? Donc tout ce qui est dans votre parc informatique, sur votre chaîne de production, ou même dans votre comptabilité, ou même à la direction générale, avez-vous les moyens de lister tous ces actifs-là qui composent finalement votre système? Deuxième point, avez-vous des sauvegardes? C'est pas le tout d'avoir un système qui fonctionne, mais en cas de besoin, est-ce que vous avez les capacités de remonter ces sauvegardes-là? Est-ce qu'elles sont testées? Est-ce qu'elles sont déjà existantes? Est-ce qu'elles sont documentées? Est-ce qu'elles sont testées? Est-ce que vous avez testé donc la remontée de la sauvegarde? Et en cas de besoin, est-ce que vous êtes rapidement en capacité de remonter ces sauvegardes-là? On imagine encore une fois des schémas réseau ou des schémas industriels qui pourraient mettre des jours, des semaines, voire des mois à être remontés en cas d'attaque informatique. Les mises à jour, quand elles sont possibles, sur vos systèmes, mais aussi sur les systèmes qui surveillent les systèmes, est-ce que vous avez aussi mis en place une automatisation des mises à jour qui fait le lien finalement aussi avec le point 4 des antivirus? Est-ce que de base, à minima, vous avez des antivirus qui protègent les actifs les plus essentiels, même si c'est des antivirus très basiques, mais qui permettent quand même de supprimer, on va dire, entre 70 et 90% des attaques les plus connues, puisque les antivirus qui sont eux-mêmes, point numéro 3 à jour, normalement réintégreront une protection contre les attaques les plus connues. Des mots de passe robustes. Vous devez avoir une politique de mots de passe qui existe et qui prend en compte la criticité des informations qu'elle protège. Évidemment que le fait d'attaquer le poste de production ou d'être sur un poste de production devrait nécessiter normalement un mot de passe beaucoup plus robuste qu'un ordinateur qui ne servirait que pour éditer ou imprimer le planning de production, par exemple. Quand vous êtes sur l'inclusion peut-être de nouvelles feuilles de production avec une sécurité qui est renforcée, tout ça nécessiterait d'avoir des mots de passe qui soient identifiés et qui respectent une politique des mots de passe aussi. Des pare-feux pour se protéger, pour protéger contre les attaques. Pour protéger, alors on va un peu plus loin dans les pare-feux, on va aussi identifier tout ce qui pourrait sortir tout ce qui pourrait rentrer, tout ce qui pourrait sortir de votre système d'information et de bloquer tout ce qui ne serait pas accepté de base par votre documentation. Une messagerie sécurisée, ça rejoint un peu ce que je viens d'évoquer avec la mise en place de filtres sur tout ce qui est compte mail et donc tout ce que vous avez le droit d'envoyer à travers vos fichiers joints, mais tout ce que vous êtes aussi en capacité de réceptionner dans vos fichiers joints. C'est-à-dire que vous allez avoir des filtres anti-spam et vous allez avoir aussi des blocages liés à cette messagerie et ne plus recevoir tout ce qui est fichier avec des macros à l'intérieur. Ceci étant dit, on va aller un peu plus loin maintenant dans le point 8, l'usage pro et perso.
qu'est-ce que vous acceptez en termes d'usage de votre informatique, au sens large, encore une fois. Est-ce que vous avez des téléphones portables? Et ces téléphones portables, est-ce qu'ils sont acceptés ou est-ce qu'ils sont refusés dans le système d'information? Est-ce que vous acceptez que ces téléphones portables puissent comporter de la donnée à caractère professionnel ou n'accepter que des données à caractère personnel? Ensuite, il faut considérer, est-ce que les ordinateurs que vous mettez en place, est-ce que ceux que vous mettez à disposition pour vos utilisateurs, est-ce que vous acceptez qu'à l'intérieur, vous puissiez en tout cas, est-ce qu'on a le droit par exemple d'aller sur les réseaux sociaux ou est-ce que vous avez bien segmenté les usages pro et perso de vos différents actifs? Je rappelle que vos actifs, vous les avez identifiés dans connaître son parc informatique dans la première des parties. 9e point, cybersécurité en déplacement. Est-ce que ceux qui qui utilisent vos actifs savent comment se comporter quand ils sont dans les gares, quand ils vont au fast-food, quand ils sont chez eux? Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils ont bien été sensibilisés quand ils vont à l'extérieur? Donc, ça rejoint aussi le point numéro 10, la veille et la sensibilisation. Est-ce que vos salariés, est-ce que les personnes à la comptabilité, les commerciaux, est-ce que ceux dans les ressources humaines et votre direction générale, évidemment, sont au courant de ce qui est une bonne hygiène informatique et de ce qui n'est pas bien dans l'hygiène informatique? Tout ça, ça nécessite une bonne veille et aussi des campagnes de sensibilisation via du e-learning, via des formations. Et là-dessus, on intervient aussi énormément là-dessus auprès de nos clients. L'assurance cyber, avez-vous, et si vous en avez une, depuis quand vous n'avez pas revu votre assurance cybersécurité? Est-ce que vous avez vérifié ce qui était inclus à l'intérieur et de ce qui n'était pas inclus? Je vous laisse aller voir votre assurance et voir contre quoi vous êtes protégé et en cas de perte, est-ce que vous êtes assuré contre quelque chose? Comment réagir? Est-ce que vous avez déjà fait des tests? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, imaginons que demain, l'électricité se coupe. Est-ce que demain, je perds ma capacité de production parce que j'ai une machine qui semble avoir été piratée? J'ai un ransomware sur mon système. Est-ce que j'ai les capacités de réaction? Tout ça, vous le mettrez dans le 12e point. Et enfin, le 13e qui doit être plutôt un axe de réflexion, c'est est-ce que j'utilise le cloud? Est-ce que j'ai un besoin d'utiliser le cloud ou pas? Et toutes les données que j'expose sur le cloud, c'est pas parce que j'externalise ces informations-là que je n'en reste pas, en tout cas moi, responsable. Nice 2, que j'ai évoqué quelques slides juste avant, nous dit qu'à minima, tout ça, c'est 13 points. Vous devez les avoir respectés à 100%. Et vous devez être allé au-delà de ça. Et on va voir au-delà, c'est quoi. Donc c'est le 2e point, donc l'étape un peu supérieure, c'est le guide d'hygiène informatique qui est en tout cas préconisé par l'ANSSI. On vous mettra en tout cas en lien les bonnes URL pour aller retrouver ces dossiers-là. Donc le guide d'hygiène de l'ANSSI informatique, il se caractérise, on va dire, sur 9 voire 10 grandes étapes. Et donc elles sont, ces 42 règles, découpées, déployées suivant ces 9 grandes étapes. Donc première étape, sensibiliser et former. Comment vous former, sensibiliser l'intégralité de votre système, c'est-à-dire encore une fois ceux qui sont sur la production, donc ceux qui sont très opérationnels, les managers et aussi et surtout tout ce qui touche à la tête en tout cas de votre organisation, c'est-à-dire votre direction générale. Connaître le système d'information, vous voyez qu'on revient un petit peu sur ce qu'on avait évoqué auparavant, mais on va aller un peu plus précisément dans les exigences. Authentifier les contrôles d'accès, comment on fait pour rentrer dans votre système d'information, comment on fait même dans le bâtiment. Donc on le voit ici, sécuriser les postes de travail, sécuriser le réseau pour intégrer et pour attaquer votre système d'information, pour, par exemple, avoir accès aux données de production, avoir accès à ce qui a été produit, ce qui est bientôt à produire, ou alors directement sur votre archi-réseau.
Et enfin, sécuriser l'administration, ça vient compléter finalement la sécurité des postes de réseau et de l'administration. L'administration, système et réseau, comment elle est effectuée. Est-ce que vous avez bien des schémas réseau qui sont à plat, que vous maîtrisez, qui ont été revus récemment et qui sont valides, valables. Gérer le nomadisme, on en a parlé juste avant, mais on va aller aussi un peu plus loin. Et donc on va aller dans des règles où on autorise certaines choses et on interdit d'autres choses. Par exemple, l'interdiction d'ouvrir le Wi-Fi sur un poste portable quand on est dans un aéroport ou dans le train, et puisque ces données-là, si on utilise des Wi-Fi publics, peuvent circuler. Maintenir le système d'information à jour, on en a parlé aussi, c'est considérer qu'évidemment tous les jours en fait on découvre des nouvelles vulnérabilités. C'est pas parce que vous faites mal les choses, c'est juste qu'il y a des chercheurs en cybersécurité qui font des découvertes chaque jour. Mais s'il y a des gens qui sont du bon côté de la force, il y a aussi des gens qui sont du mauvais côté et qui font des recherches mais pour des mauvaises raisons. Et enfin, on vous impose en tout cas de superviser, d'auditer et de réagir. Et donc reprenons un petit peu ce que j'avais évoqué juste avant, donc d'être en capacité de réagir, de se tester aussi, et de voir comment les hommes, comment les systèmes, et comment l'organisationnel, en tout cas, va répondre en cas de besoin. Enfin, dernier point, on est face, donc véritablement là, à un niveau supérieur. Mais ce niveau supérieur, c'est ce qui sera exigé bientôt. Ça l'est déjà pour certaines catégories de systèmes, mais ce sera encore plus bientôt exigé dans la nouvelle loi qui va bientôt sortir à la rentrée, NIS 2, et qui est donc une directive européenne et qui va être diffusée en tout cas dans la loi française quand le gouvernement l'aura acté. Et donc on va nous dire, pour correspondre à une nouvelle exigence de protection des données, de protection des infrastructures, et donc l'industrie, vous avez 9 chances sur 10 pour tomber sous le coup de NIS 2, on va vous dire, vous avez 2 choix. Ce n'est pas encore définitif, mais j'anticipe un petit peu pour vous dire, si vous êtes déjà sur cette tendance-là, tout va bien. Vous aurez 2 choix. Première chose, vous répondez au cadre du NIST. Donc le NIST, ici, c'est la partie gauche, où on vous dit, vous avez une grosse partie qui est le gouverner. Est-ce que vous êtes capable d'avoir une direction générale qui vient soutenir votre système d'information et qui met les moyens à disposition pour vous permettre justement de répondre aux exigences de sécurité. Et quand on parle de moyens, on parle aussi donc d'un ensemble de politiques, de process, de procédures qui visent justement à protéger votre infrastructure. Et bien entendu, est-ce que les personnes ont bien été identifiées et elles savent surtout qu'elles sont responsables de cette chose-là. Ensuite, on a 4 grands points qui viennent en tout cas identifier, protéger, détecter et répondre pour justement notre cadre de cybersécurité. Donc identifier, on l'a déjà évoqué sur les thèmes précédents, identifier notre infra, nos actifs, nos humains, tout ce qui gravite autour de notre système. Une fois qu'on l'a identifié, on verra à protéger la mise en place de mesures pour toutes les mesures visant à protéger tout ce qu'on aura identifié, puis on détectera ce qui sera bon et ce qui ne le sera pas. Et donc détecter les variations dans notre système. Donc la mise en place, on va dire, de triggers, de déclencheurs. On dira, si ça se produit, alors je sais que je dois réagir instantanément. Et donc la réaction, c'est qui vient juste après la détection. Et comme je viens de l'évoquer, je détecte ça, je réponds ça et je m'entraîne à faire ça. Le dernier point du cadre du NIST, le 5e point, qui ne rentre pas dans cette première boucle, c'est la phase récupérée. En cas de besoin, donc là on n'est plus du tout dans la gestion des risques, si je dois malheureusement subir des attaques, des incidents, des événements de sécurité, alors j'ai la capacité de récupérer un système sain, un système qui me permet de revenir à un état initial ou à un mode dégradé, mais qui me permet de produire pour répondre à mes clients, à mes parties prenantes. Donc ça, c'est le premier cadre, c'est le cadre du NIST, qui répondra parfaitement, et qui répond déjà parfaitement à des exigences de sécurité de l'ANSSI.
Si vous voulez en plus prendre de l'avance sur NIS 2, bien entendu, vous pouvez prendre contact avec nous et on vous aidera à comprendre jusqu'où vous devez aller dans le NIS 2 pour pour répondre aux besoins et aux exigences de la future loi qui va bientôt arriver, qui sera applicable très bientôt. Si vous ne le faites pas, ou alors vous avez la possibilité d'être ISO 27001 dans sa version 2022. Donc l'ISO, c'est quoi? C'est un cadre général, évidemment c'est normatif, et qui vient soit en complément ou qui vient alternativement avec le cadre du NIST. Et ce cadre-là, ISO, il a pour objectif de créer, grâce à ces exigences, un système managé de la sécurité du système d'information. Donc on appellera plus communément le SMSI, Système de Management de la Sécurité de l'Information et du système d'information. Et donc à l'intérieur, on a 7 grands principes qui va de l'établissement du contexte, donc bien connaître son système. Le deuxième point, c'est est-ce que j'ai un soutien, un vrai sponsor de la direction générale? Puis un troisième point qui est quels sont les moyens qui me sont donnés pour soutenir tout ce système. Puis, quand j'ai bien effectué cette chose-là, je vais gérer mes risques. Donc je vais identifier peut-être mes processus qui sont les plus essentiels et je vais faire comme s'il se produisait des événements, des incidents de sécurité. Et je vais essayer de mettre en place, bien sûr, comme c'est du théorique, avant que ça ne se produise, un ensemble de mesures qui, je l'espère en tout cas, vont me protéger contre ces risques que j'aurai identifiés. Et plus je vais faire de boucles et plus je vais itérer là-dessus, donc en mode itératif, en mode PDCA, Plan, Do, Check, Act, en amélioration continue, et plus normalement j'aurai un système qui va se protéger, s'auto-protéger contre les futures attaques. Donc que ce soit à travers le cadre du NIST, avec un ensemble de mesures que vous pouvez mettre en place et que vous pouvez sélectionner les unes qui seraient plus efficaces pour répondre à vos besoins industriels, ou le cadre ISO 27001 qui répond aussi à travers un ensemble de 93 mesures applicables pour protéger votre système d'information, finalement, que ce soit ce cadre-là ou l'autre, vous allez répondre parfaitement à vos besoins de sécurité. Et plus vous allez mettre en place de mesures, et plus, évidemment, moins vous allez subir d'attaques sur vos systèmes d'information. Enfin, en dernier point, j'ai voulu vous présenter ce que nous, en tout cas chez iCatalyst, on faisait pour nos clients. Donc là, j'ai un exemple à vous montrer sur la mise en place, en tout cas, d'une 27001. Donc vous voyez ici, c'est une sorte de tableau, donc un Gantt que l'on a mis sous un Excel et qui représente en fait toutes les étapes pour implémenter un SMSI de manière qualitative. Donc vous voyez ici, j'ai des petits plus. Donc le premier objectif, c'est d'avoir le soutien de la direction générale. Et si je vais à l'intérieur, vous voyez qu'il y a en tout cas différentes étapes qu'il faut absolument balayer pour être sûr de pouvoir être conforme avec un système d'information, avec l'exigence de la norme. Et comme n'importe quel Gantt, ici, vous avez le temps que ça prend à chaque fois sur chaque étape. Donc ce qu'on fait, nous, pour nos clients, et cette approche méthodologique permet surtout de réduire, puisque normalement on est sur entre 18 et 24 mois pour être certifié 27001, grâce à cette approche méthodologique, on est plutôt sur du 6 mois, entre 6 et 12 mois, ce qui va quand même diviser par 2. Et sur des petits systèmes, on est aussi capable d'aller beaucoup plus vite, bien entendu. Donc, c'est ce système-là, en tout cas, que nous on vous propose pour garantir que vous soyez conforme avec les exigences de la 27001. Et on a la même chose si nos clients nous proposent le cadre du NIST ou s'ils nous demandent, en tout cas, de répondre aux exigences via le cadre du NIST. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier webinaire concernant la cybersécurité dans l'industrie. Vous avez compris qu'il y avait beaucoup de choses à dire finalement, et c'était une première introduction. Maintenant, si ça vous intéresse et si cette approche en tout cas de la cybersécurité dans l'industrie vous a plu, n'hésitez pas à aller et du coup de parcourir toutes nos offres sur grc.i-catalyst.fr. Le lien est ici et on vous remettra le lien évidemment dans la vidéo. Que vous soyez soit avec des besoins en termes de gouvernance, de risque ou de conformité, ou pour vous former directement
vous, que ce soit de manière individuelle ou de manière collective ou d'entreprise, puisque nos offres sont couvertes, enfin en tout cas sont possibles pour un financement OPCO, pour un financement direct bien entendu, et on a des solutions de financement qui seront adaptées à chaque besoin et à chaque bourse. Et on a aussi la possibilité de faire certifier votre apprentissage à travers notre organisme certificateur qui est PECB. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez aussi la possibilité de me contacter via LinkedIn directement, Julien Walbert. N'hésitez pas. À bientôt.